Vous écoutez le podcast Wall Street Bets FR, le meilleur des actualités finances et crypto-monnaies en français à retrouver sur www.fwsb.fr. Du coup, je vais commencer par me présenter. Du coup, Ben, je suis membre de la communauté. Je vais organiser un petit peu l'échange du débat avec Théo, du coup. Théo, je te laisse te présenter d'ailleurs. Ouais, bah moi vous me connaissez tous plutôt sous le pseudo de Amex ici sur le Discord. Donc c'est moi qui ai créé le Discord et avec Cédric. Exactement, avec Cédric Junior. Voilà, donc le but étant de rassembler une communauté française autour de Wall Street Bets et ainsi que ce qui s'est passé, parce qu'on a trouvé finalement que il y avait des gens qui s'intéressaient au mouvement, mais en ne sachant pas forcément comment le faire et qui n'avaient pas forcément des connaissances financières assez approfondies pour pouvoir prendre part à un mouvement de ce type. Donc du coup, on a trouvé que l'idée serait bonne de former une communauté française en fait autour de ça. Et donc c'est de là qu'est née l'idée de Wall Street Bets France. Et force est de constater qu'aujourd'hui ça marche plutôt bien vu qu'on a de nouveaux membres chaque jour. Et on espère que ce podcast permettra justement de nous attirer plus de monde, d'éduquer un peu plus les gens sur ce qu'est la finance et le monde de la finance. Après, on va du coup commencer par présenter les invités. T'en penses quoi, Théo ? Ouais, tout à fait. Alors ici on a Frédéric qui est parmi nous. Et du coup, Frédéric, je vais te donner la parole, comme ça tu vas pouvoir participer et te présenter du coup. Oui, bonjour à tout le monde. Effectivement, pour reprendre vos propos et notamment ceux de Cédric, parce que je suis un ami de Cédric, l'idée effectivement de former une communauté par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis, ça m'a touché, ça m'a plu. Et j'ai souhaité effectivement apporter petite pierre à l'édifice et à ce que vous êtes en train de mettre en place, voilà, de manière à ouvrir un peu plus des perspectives à tous ceux qui peuvent nous écouter et nous rejoindre pour qu'ils aient une meilleure compréhension de ce qui se passe et puis de comment, pourquoi pas, mieux investir leur épargne, leurs finances au sein de cet océan qu'est la bourse et que sont les marchés financiers. Voilà. Bien sûr, c'est super. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience ? Parce que moi, justement, au niveau des informations que j'ai, je vois que tu as acquis du coup une expérience de gestion d'actifs, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait, auprès d'un géant allemand. Oui, tout à fait. Et puis ensuite, j'ai rejoint Cédric dans la gestion patrimoniale il y a quelques années. Mais effectivement, j'ai eu ma première expérience au sein d'AGI, on peut le dire, voilà, Alliance Global Investor, en tant que co-gérant. Merci à toi pour cette petite présentation. Voilà, et par ailleurs, je tenais aussi à remercier Frédéric parce qu'il faut savoir que c'est d'ailleurs cette personne-là qui a pu parler sur Sud Radio pour donner aussi un peu plus d'écho à notre groupe. Voilà, alors hop, Gerto, je te donne la parole. Voilà, moi je me sens membre de la communauté. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est un peu marrant, c'est que quand j'ai vu ce qui s'est passé aux États-Unis, je me suis dit il faut faire ça en France tout de suite. Je pensais que j'allais être le premier à y penser, mais il y avait déjà des gens qui travaillaient dessus, qui avaient créé non seulement le Discord, mais aussi le groupe sur Reddit. Et je savais même pas utiliser Reddit, j'essayais de voir, j'ai un peu parlé avec Cédric, mais je comprenais pas comment ça fonctionnait. Donc du coup, je me suis retrouvé sur le Discord. Mais moi, mon but, en fait, au début, je croyais que j'allais créer la communauté. Je croyais vraiment que j'étais le premier qui avait pensé. Mais comme c'était pas par souci de protagonisme, en fait, je m'en fous. Tant mieux qu'il y ait des gens qui travaillent dessus. Et c'est vraiment quelque chose de laquelle je veux faire partie. Moi, ce que je voudrais mettre en avant de ma personne ou de ma participation en tant que membre, c'est que je ne viens pas vraiment de la finance. Je suis un militant politique en année sabbatique pour multiples raisons. Bien sûr. Et moi, ce qui m'a plu dans ce mouvement, c'est que c'est des gens qui en ont eu, disons, assez de subir et qui ont essayé d'être protagonistes dans la finance. Souvent, on dit que la finance contrôle le monde, on parle très mal de la finance, mais même si, je pense que d'autres des participants pourront mieux parler de ce qui s'est passé au niveau de la finance, je trouve ça très intéressant que la communauté essaie de faire quelque chose, de ne plus subir, de dire non, nous on décide que cette entreprise elle ne vaut pas ça, on veut faire ça. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment. C'est cette façon de donner, de prendre le pouvoir en quelque sorte. En fait. Bien sûr. Et donc je suis dans la communauté, j'essaie de partager, j'essaie de donner mon avis. Par exemple, quand on est arrivé un peu tard, je suis arrivé un peu tard sur cette situation par rapport à GME. J'ai essayé de faire mon investissement. C'était tard. Et donc peut-être qu'à la fin, mon argent a été pris
a été justement pris par ces gros fonds d'investissement. Mais je ne regrette pas parce que, en fait, pour moi, je me répète peut-être, l'intérêt, c'est de créer une communauté et c'est de créer des liens pour qu'on puisse agir ensemble. Bien sûr. C'est ce qu'on partage aussi, honnêtement, hein. Super. C'est Écoute, moi. merci Garto pour cette petite présentation. Et on a aussi du coup parmi nous Quentin. On te laisse te présenter. Bonjour messieurs. Alors bon, moi, j'ai une petite expérience dans la finance, voire même très petite. Je suis tout nouveau. Je m'y intéresse maintenant depuis 3 mois. J'ai commencé en fictif. J'ai essayé j'ai essayé de spéculer. C'était ma première idée. Voilà, je me suis intéressé très rapidement par ce mouvement qui s'est passé aux États-Unis sur GameStop, etc. Et pareil, ça m'a clairement plu en fait. Je suis complètement à fond dedans et j'aimerais vraiment consacrer mon temps futur à votre mouvement. J'adhère complètement. Voilà. Je pense que tu peux passer de votre mouvement à un autre mouvement parce qu'en vrai, Complètement, t'es oui, bien quand sûr, même membre de la communauté bien avant. Enfin, bien avant. Ouais, Ça c'est fait vrai. une semaine, mais C'est je vrai, veux dire, t'es quand même membre as avant raison le podcast. Et Tu as raison de me reprendre. par ailleurs, je souhaitais rebondir sur les profils qu'on a réussi à solliciter. Justement, on a essayé d'avoir des gens qui étaient plutôt techniciens de la chose. Donc, on a de la chance d'avoir Frédéric et d'avoir Olivier. Derrière, on a essayé aussi de choisir des gens comme Quentin, Garto. Et puis, même moi, je m'assimile aussi à ce genre de profil où on n'est pas forcément professionnel de l'investissement. Mais on a quelque chose à apporter au débat dans le sens où on représente aussi une certaine partie des membres de la communauté. Du coup, l'intérêt, ça va être vraiment de ne pas rester sur un débat où ça va être très jargonisé. Ça va être accessible pour la majorité des gens de notre communauté. Olivier, est-ce que tu nous entends? Moi, j'entends très bien. Ah bah, super. Et ben on te laisse te présenter alors. Oui, donc je disais, en fait, oui, moi, je suis peut-être un peu un vieux dinosaure parmi ce mouvement, puisque ça fait 40 ans que je suis sur les marchés financiers, que j'ai une longue carrière de gérant de fonds, de fondateur de sociétés de gestion au Mexique. Et puis après, j'ai travaillé beaucoup sur les marchés américains. Je suis venu en France, j'étais un peu un pionnier de l'analyse graphique, à une époque où personne n'en faisait, en France en tout cas. J'ai donné ma vie à essayer d'analyser les marchés. Et j'ai rencontré Cédric, à qui je tire mon chapeau pour tout ce qu'il fait. Absolument remarquable. J'ai eu le plaisir de connaître Cédric en 2008, à un moment donné, un moment où effectivement j'étais gérant de fonds pour une gestion et Cédric est venu travailler avec moi. On a travaillé un moment ensemble. C'est vraiment sympathique. Et ça me fait très très plaisir qu'il soit là. Donc si je peux apporter quelques idées, quelques visions, quelques éclairages sur les marchés, bien sûr, ce sera avec plaisir. Bon, sinon, on me retrouve un peu dans le revenu, où toutes les semaines, c'est moi qui fais la page d'analyse graphique pour le revenu. Ça fait une trentaine d'années que je fais ça, ou 20 ans à peu près. Voilà, Voilà. Je tiens à rappeler pour ceux qui peut-être l'ignorent, mais du coup, le revenu qui est une revue d'actualité financière. Tout à fait, oui. Eh ben, génial, on est content d'avoir parmi nous Olivier. On va structurer le débat en 3 parties. La première, ça va être tout ce qui est autour de l'actualité, du coup de Wall Street Bets et l'affaire GameStop, mais aussi ce qui a peut-être suivi derrière, notamment les sociétés qu'on a pu voir de l'industrie du cannabis qui ont été pump aussi. On va essayer de parler de ça. Par la suite, dans le thème 2, on va aborder plutôt le côté Covid-19, la pandémie et l'impact que ça a pu avoir sur les marchés financiers. Et enfin, en 3e thème, on va plutôt aborder la déréglementation des marchés financiers. Voilà, tout à fait. Donc pour le premier thème, donc on va, comme l'a dit Ben, on va parler du coup du mouvement Wall Street Bets. Donc je vais faire un rapide récapitulatif pour ceux qui nous écoutent sur Spotify et autres plateformes de streaming. Alors Wall Street Bets, c'est un mouvement en fait qui a pris l'ampleur grâce à l'affaire GameStop qui est sortie et où en fait des petits porteurs se sont rassemblés pour lutter en fait contre le même hedge fund qui était en train de shorter donc GME, donc GameStop. Et donc en fait tous ces petits porteurs se sont rassemblés autour de la même idée qui était de sauver l'entreprise en quelque sorte qui était en train de faire faillite. Voilà, ça c'est l'aspect Wall Street Bets, mais peut-être d'ailleurs Théo pourra nous en parler aussi parce qu'il a participé au mouvement pour AMC et tout. Mais du coup oui, ça a commencé par GameStop, donc ce qu'on connaît sous le nom de Micromania en France. Mais derrière, il y a eu plusieurs autres entreprises qui se sont vues bénéficier de ce mouvement-là pendant cette période-là. Ce qu'on peut dire, c'est que les gens ont voulu reproduire, qui a bien marché en fait avec GameStop. Ça a même pris des ampleurs, tous les médias en ont reparlé. C'est d'ailleurs de ça qu'est né le groupe Wall Street Bets France. Et en fait, comme c'était un succès,
les gens ont naturellement voulu reproduire ce même succès. Donc du coup, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé des actions comme Nock, Dodge. Donc voilà, donc je pense que les faits sont assez bien résumés. Je vais donner un peu la parole à Olivier, nous expliquer un peu ce qui est la vente à découvert, ce qui a fait justement naître le mouvement Wall Street Bets. La vente à découvert, en fait, c'est très simple. C'est exactement l'inverse d'un achat. On achète une action, en principe, c'est dans l'idée de la revendre a priori avec une plus-value ou à perte parce que finalement on pense que ça ne vaut pas la peine et on prend une perte. Et la vente à découvert, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on vend un titre qu'on n'a pas. Ce titre qu'on n'a pas, on le vend à un prix 100 et l'espoir, celui qui fait l'opération, c'est de le racheter plus bas à 90 ou à 80. Donc il aura vendu quelque chose qu'il n'a pas à 100, il le rachète à 80. Pour le faire, comment est-ce que ça se passe? Pour le faire, il faut emprunter le titre à quelqu'un qui l'a, de façon à pouvoir le vendre sur le marché du prêt-emprunt. C'est un marché sur lequel, alors c'est le broker qui s'en charge de vous fournir le titre. Quelquefois, d'ailleurs, le titre n'est pas disponible, ça peut arriver quand il y a une très forte demande de shorter, c'est-à-dire de vendre à découvert. Et sinon, donc, vous voyez un titre, il est à 100, vous pensez qu'il va descendre, que fait un hedge fund, vous pensez qu'il va descendre pour telle ou telle raison, parce que la société ne va pas bien, parce que vous pensez qu'elle va avoir des pertes, etc., parce que vous pensez surcotée, qu'elle est arrivée à un niveau totalement suracheté. Enfin bref, vous vendez, vous cherchez à vendre ce titre. Le broker va se charger d'essayer de localiser le titre pour vous, en fait, pour vous le prêter. Donc, il va vous prêter le titre de quelqu'un qui l'a, vous le vendez, et ensuite, vous êtes dans une position à découvert. C'est-à-dire que vous êtes débiteur, vous devez racheter ce titre à un moment donné ou un autre pour liquider votre position. C'est ce que fait le hedge fund, c'est ce qu'a fait le hedge fund sur GameStop, les hedge funds sur GameStop. Au vu de quoi? Au vu de résultats qui ne sont pas bons, au vu d'une entreprise qui perd de l'argent, etc. Et donc là, on rentre dans ce qui est l'analyse fondamentale, qui est quand même très important. Et par rapport à ça, donc les hedge funds, ce qui se passe, c'est que sur GameStop, la communauté ou les gens qui s'intéressent à GameStop ont monté le mouvement avec un grand succès. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une entreprise très importante, ce n'est pas une macro-cap. Donc, il n'y a pas besoin d'énormément de masse pour le faire bouger. Et la deuxième chose, c'est que, ce qui est anormal, c'est que GameStop était à découvert à hauteur de 140%. Or, là, il y a quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas très normal, sauf par le truchement peut-être des options, mais qui ont fait qu'il y a une surmultiplication. Mais en temps normal, un titre n'est jamais shorté à 100%, ni même à 50%. D'abord parce que ce n'est pas vraiment dans la nature des choses d'avoir une position à découvert qui dépasse la capitalisation totale d'une valeur. C'est ce qui s'est passé sur GameStop. Et donc, parce que GameStop était à découvert à 140%, c'est quelque chose d'inédit. Donc, comme là, il y avait un excès manifeste, c'est évident qu'il fallait qu'à un moment ou un autre, de toute façon, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a un moment ou un autre où de toute façon, les 140% doivent être achetés. C'est une obligation. Donc, si quelqu'un l'a vendu à 10 dollars, que ça remonte à 15, 20, 30 dollars, celui qui a vendu à découvert se trouve dans une situation extrêmement difficile, dans la mesure où il doit soit avoir les fonds nécessaires déposés de façon à pouvoir racheter les titres, et plus le titre monte, plus il est dans une situation difficile. Donc, lui-même, en rachetant les titres, va alimenter l'achat pour se couvrir. Et en alimentant cet achat, ça va faire amplifier le mouvement. Ce qui s'est passé sur GameStop est quelque chose d'historique dans le sens que c'est effectivement la première fois qu'un réseau social arrive à s'organiser de façon à faire exploser un titre à ce point-là et à mettre en très grande difficulté des hedge funds. Alors, ce qui s'est passé derrière, c'est que quand le titre a atteint un total, enfin un maximum, donc il est passé de 50 à 500 dollars, quand il est arrivé à 500 dollars, en fait, il y a beaucoup de hedge funds, effectivement, qui étaient en situation d'exploser parce qu'ils n'avaient pas la marge suffisante. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les brokers eux-mêmes ont suspendu les opérations sur GameStop, ce qui fait qu'à un moment donné, on ne pouvait que clôturer des positions. Donc, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Donc, ce que je peux dire, c'est que la vente à découvert, c'est une idée de hedge fund. Typiquement, les hedge funds, un hedge fund, c'est quoi? C'est un fonds qui
Hedge fund, ça veut dire un fonds qui fait de la couverture. Bon, c'est un terme général. Hedge fund, ça veut dire que ce sont des fonds qui sont habitués à acheter et vendre et qui sont, je dirais, très entraînés et rompus à la vente à découvert. C'est un peu une des stratégies justement de couverture dans le sens qu'ils servent beaucoup de contrepartie sur les marchés. Quand le marché s'emballe et achète beaucoup, ces hedge funds ont tendance à éventuellement se dire non, mais je trouve que c'est trop et je vais plutôt jouer à la baisse. Les hedge funds sont en fait sont un peu des fonds qui jouent à partie contrariant par rapport à un mouvement de foule qui va dans un sens, ils vont essayer de tirer parti d'un mouvement inverse. Donc c'est tout, voilà ce que c'est. Et la vente à découvert, donc, ça demande des dépôts de garantie. Et comme ce qu'on a eu sur GameStop est quelque chose qui est exceptionnel. Alors, ce que je peux dire sur le mouvement lui-même, alors c'est effectivement un côté très très sympathique, ça a un côté un petit peu dangereux quand même pour les particuliers, et dans la mesure où ce genre de mouvement, ça, quelque part, ça accroît la volatilité. Jamais GameStop ne serait monté à 500 $ s'il n'y avait pas eu le mouvement Reddit. Ça, c'est absolument impensable. Bon. Donc, quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça amplifie énormément la volatilité. Et cette volatilité qui s'amplifie, en fait, quelque part, il faut bien comprendre, et c'est là où Cédric a raison, quand j'ai vu sur Wall Street Bet, il vous dit à tout le monde, il dit, ne jouez là-dessus que ce que vous pouvez, que des plus-values anciennes que vous pouvez perdre. Je dirais que c'est d'une très grande sagesse. Pourquoi? Parce que ce mouvement qui amplifie la volatilité, ça vous augmente le risque. Pour les petits porteurs, il ne faut pas rêver. Ce genre de mouvement, tôt ou tard, il y a justement les hedge funds qui en profiteront. Alors là, ils ont perdu une partie. Il y en a à qui ça a coûté extrêmement cher. Mais tôt ou tard, de toute façon, l'industrie des hedge funds sera toujours là pour observer ce qui se passe, observer ces mouvements et en tirer parti. Donc, un petit porteur, son avantage, c'est comme il est petit, il peut rentrer, sortir extrêmement rapidement, il peut essayer d'en tirer profit. Mais il faut le faire avec effectivement une très grande prudence, parce que sinon, c'est un truc à se faire littéralement dépouiller, quoi. D'ailleurs, Olivier, je me permets de te poser une question à ce sujet-là. C'est pour ma culture personnelle et j'espère que ça va profiter au plus grand nombre. Mais si on reprend le point des hedge funds, on soustrait à une option, qu'elle soit de vendre ou d'acheter, donc de vendre dans le cas de shorter, on va payer des intérêts. Et je me posais la question du coup de est-ce que ces intérêts-là étaient la principale cause de difficulté du coup pour les hedge funds? Si on a trop de demandes de vente à découvert, un titre, ça peut coûter extrêmement cher d'emprunter du titre pour le vendre. Bon, si on est dans une situation exceptionnelle, ce taux est variable. Ça dépend justement de l'offre et de la demande, parce que sur le marché du prêt en prêt, ceux qui ont des titres peuvent les prêter pour être vendus à découvert, et à un moment donné, s'il y a une très forte demande, en fait, ils vont encaisser des taux d'intérêt qui peuvent être très chers, ça c'est sûr. Mais la deuxième chose, surtout, si on vend à découvert, il faut avoir un dépôt de marge qui fait qu'on est en mesure d'avoir constamment, je dirais, la disponibilité et la surface financière nécessaire pour racheter le titre. Mais si j'ai vendu un titre, si j'ai vendu pour 1 million de dollars et que je suis à découvert d'1 million de dollars, bon, si le titre est à peu près au cours actuel et que mon compte vaut 1 million de dollars, il n'y a pas de souci. Disons, je schématise, mais il n'y a pas de souci. Mais si je suis à découvert d'1 million de dollars, mais que mon compte vaut 1 million de dollars et que je sorte d'1 million de dollars, mais que le titre se met en valoir 10, ben, il faut que je puisse racheter pour 10 millions de dollars. Donc, de deux choses l'une. Ou j'ai 10 millions de dollars pour racheter le titre, ou bien je suis ruiné par rapport au broker. Donc, qu'est-ce que fait le broker? Il fait ce qu'on appelle un appel de marge. C'est-à-dire qu'il dit en permanence, moi, broker, je ne veux pas prendre de risque parce que ce n'est pas mon job. Ce que je veux, c'est que le client, le hedge fund en l'occurrence, mon client, que le hedge fund ait en permanence un compte suffisamment étoffé pour pouvoir racheter le titre. Mais comme le titre est en train de s'envoler, moi, broker, en permanence, je me couvre, je fais en sorte de ne pas prendre de risque. Le broker ne prend pas de risque. Et c'est son métier de ne pas prendre de risque. Lui, il est là uniquement pour être là en tant qu'intermédiaire. Parce que si le cours est trop volatile, ben, c'est ses clients eux-mêmes qui ne pourront pas suivre.
Et c'est comme ça qu'un titre peut monter très fortement, redescendre très fortement. Et c'est pour ça que Robinhood, en tant que tel, n'avait à un moment donné, par rapport à ses clients, n'avait pas la surface suffisante pour continuer les opérations. C'est pour ça qu'ils ont dit on suspend. De toute façon, on ne peut plus continuer parce qu'ils n'avaient pas la surface financière pour couvrir des clients qui eux-mêmes opéraient sur marge, c'est-à-dire sur effet de levier. Pour ma part, c'est assez clair pour l'instant. Je pense qu'on peut passer à la rubrique suivante. Bien sûr, merci pour tes réponses, Olivier, qui sont très claires. Je vois que beaucoup de gens me posent des questions sur le chat. On y répondra juste après, il n'y a pas de souci. Quels sont selon vous les points négatifs et positifs surtout, enfin aussi de cette opération ? Je veux juste préciser et apporter des compléments sur ce que disait Olivier, c'est qu'effectivement, le broker ne pouvant plus suivre sur ce qui s'est passé, a été obligé d'être recapitalisé dans la nuit en catastrophe par le fonds Citadel, qui appartient à Blockin, qui est le plus grand gérant de hedge fund de la planète. Je pense que ça parle à certains, dont Olivier. Et la recapitalisation s'est faite en urgence à plus de 1,5 milliard de dollars pour permettre justement à Robinhood de ne pas faire faillite tout simplement et de pouvoir être recapitalisé. Alors, ça, c'était juste un point que je voulais apporter. Et ce qui est vraiment très intéressant dans ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu émerger, avec les petits particuliers, les petits porteurs, quelque part ce qu'on appelle maintenant l'intelligence collective. Et ça, c'est rare, c'est nouveau. Alors, je pense que ça inquiète fortement les marchés aujourd'hui. Hein. Il faut pas se cacher. Et donc, c'est une force de frappe quand même qui n'est pas négligeable. Hein. Parce que toute cette communauté qui s'est réunie s'est retrouvée à devenir finalement un gros acteur spéculatif qui ne l'était pas à la base. Et ça a eu les implications qu'Olivier vient de parfaitement expliquer. Alors, pour reprendre ce que vient de dire Frédéric, je pense vraiment être en fait, cet acteur qui spécule sur ce genre de cours. Et peut-être aussi revenir sur le fait que toi, à la différence de beaucoup de membres de la communauté, tu n'étais pas vraiment inscrit dans cette démarche GameStop, où l'objectif était plutôt de hold les parts, hold, pour revenir sur le terme, c'est-à-dire acheter et conserver les parts. Peut-être revenir aussi sur le fait que... Oui, mais c'est pour que ce soit clair pour tout le monde. En soi, oui et non, dans le sens où je vous avais parlé de mon ami il y a une demi-heure quand je me présentais. On est vachement on regarde vraiment l'actualité et lui est vraiment dans ce système qui veut casser, il veut casser le système justement, mais n'a pas les fonds nécessaires et m'avait présenté pas mal de liens par rapport à justement Reddit, par rapport à Wall Street Bet et par rapport à GameStop justement, un jour avant que le bump touche à peu près 320 points, un truc comme ça. Et j'avais du coup essayé en mettant un peu de fonds monétaires dessus. Bon, c'était vraiment petit. Ouais, ce qui est une démarche intéressante aussi, hein, parce que pour le rappeler, il y a évidemment des gens, je peux citer Théo là, qui ont hold les actions des entreprises soutenues, mais il y en a aussi d'autres qui en ont profité pour faire de l'argent. Et honnêtement, on critique pas ça, hein, mais c'est justement, je voulais revenir dessus parce que c'est intéressant d'avoir aussi ton point de vue là-dessus. Bien sûr. Et je vais du coup, merci en tout cas Quentin pour ce que tu viens de dire. Je vais donner la parole du coup maintenant à Garto qui est parmi nous. Oui, voilà. Moi, je voulais apporter un peu de contradiction par rapport à ce que Olivier. D'abord, je voulais remercier Olivier parce qu'il a très bien expliqué ce qui vient de se passer avec GameStop. Mais je vais apporter une contradiction parce que c'est quelque chose que je vois souvent dans les médias et c'est le fait qu'ils voient ça comme une crise. Mais on n'est pas au début d'un nouveau virage, d'une nouvelle époque où justement les petits porteurs, à travers de cette intelligence collective, vont faire un acteur à part entière qui a beaucoup plus de poids, autant de poids que les hedge funds. Et moi, je trouve ça plutôt positif en tant que petit porteur. Au lieu d'agir tout seul, je peux agir en collectif, en groupe, et je deviens un gros acteur. Je ne suis pas sûr que ça, sur le long terme, ça va donner de la volatilité. Ça va justement pouvoir, même, je pense, légitimer en quelque sorte la finance qui est loin, qu'on accuse de tous les maux. Oui, tout à fait. Je voudrais répondre à Gardo et lui dire que je suis tout à fait en phase avec ce qu'il vient de dire. Ce qui se passe, c'est effectivement, c'est un séisme pour la plupart des professionnels de la finance. Pourquoi ? Parce que pour montrer les particuliers à travers GameStop, quelque part, c'est une finalité de ce qui s'est passé en 2020. 2020, la planète a été confinée.
D'accord? Je vous apprends rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des Américains, pour reprendre la genèse et le début de toute cette histoire, se sont retrouvés chez eux, bloqués, avec certains un peu d'argent, d'autres un peu moins. Et puis petit à petit, effectivement, ils ont commencé à s'intéresser un peu plus à la bourse. Donc il y a eu des comptes titres qui ont été ouverts donc, à travers différents brokers et courtiers de la planète de manière exponentielle. Alors un chiffre, en France, 252 000 comptes titres ont été ouverts de mars à juin 2020. C'est pas rien, c'est du jamais vu. C'est-à-dire que d'un seul coup, les Français se sont investis. Mais aux États-Unis, c'est 4,8 millions de comptes titres qui ont été ouverts sur le mois de mars. Jamais vu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les particuliers, les petits porteurs, ont démontré une chose incroyable par rapport à la suffisance, quelque part, des marchés financiers, hein, de tous les professionnels dont j'ai fait partie. C'est-à-dire qu'ils ont réfléchi, ils ont regardé comment ils pouvaient investir, quel type d'action ils pouvaient choisir, et puis ils ont été sur à peu près 3 secteurs: la santé, pharmaceutique, la technologie et les médias. Et ça a explosé. Résultat des courses, en fin d'année, la moyenne des portefeuilles des comptes titres des particuliers est 3 fois supérieure à celle des gérants. C'est juste incroyable. Donc ça a balayé d'un revers de la main l'adage qui, depuis des décennies, veut faire croire que les particuliers achètent au plus haut et vendent au plus bas. Alors, c'est effectivement quelque chose qui est incroyable, parce que on a tous entendu dire, effectivement, et tous autour de nous, on sait très bien que souvent, le particulier, effectivement, ne gère pas comme il faut ses investissements boursiers. Mais là, ils ont réussi. Et derrière, ensuite, il y a eu la communauté Reddit qui est arrivée. L'explication de GameStop, je ne reviens pas dessus, s'est mis en place. Ils ont voulu défendre une entreprise qui était effectivement Micromania, les jeux vidéo, etc. Je l'ai expliqué dans mon intervention chez Sud Radio. Et donc, à partir de là, ils ont compris qu'ils devenaient une force. Et cette force, elle n'était pas là forcément pour détruire le système, mais pour essayer de corriger ces imperfections, de corriger ces dérives. Et GameStop a été sauvée de la faillite. Elle s'est retrouvée avec une trésorerie très importante qui a permis et qui lui permet aujourd'hui de commencer à réfléchir sur la modification de son modèle économique. Et ça, c'est énorme parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus besoin d'aller voir des banques pour avoir un prêt. Ils ont pu sauver leur emploi et ils peuvent aujourd'hui penser à changer ce modèle économique. Donc oui, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va rester comme ça, un feu de paille, et qui va, à mon avis, continuer à perdurer. Et c'est pour ça aussi que je rejoins cette communauté. Et c'est dans ce sens qu'il faut effectivement qu'on continue à envoyer ces messages forts à tous ces acteurs, y compris aux politiques, pour qu'ils comprennent qu'à un moment donné, on ne peut plus continuer comme ça. Justement, en fait, du coup, tu viens un peu d'introduire la question qu'on allait poser juste après. Est-ce que selon vous, ce qui s'est passé à GameStop peut se perdurer en France, comme on l'a vu? Est-ce que selon vous, c'est possible? Voilà. Sachant que du coup, on reviendra juste après, mais il y a justement iPhone sur le chat qui nous pose une question au sujet des strands. Donc, Frédéric, justement, je vais te rendre la parole tout de suite à ce sujet, et bien sûr, les autres, vous l'aurez juste après. Alors en France, oui, ça peut être possible. On a vu que beaucoup de hedge funds ont vite racheté leur position sur Solution 30, Unibail Rodamco par exemple, qui étaient énormément shortés. Mais c'est beaucoup plus régulé, c'est beaucoup plus contrôlé quand même en France que ça ne l'est aujourd'hui aux États-Unis. Alors, sur ce plan, je pense que Cédric pourrait, s'il veut essayer de nous apporter une petite précision, il est bienvenu. Ou Olivier, là pour le coup, je pense qu'il va maîtriser un peu mieux que moi toutes ces actions shortées sur le marché français. Mais je pense que c'est possible, malgré un contrôle quand même un peu plus sévère qu'aux États-Unis. Bien sûr, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Du coup, Olivier, la parole est à toi. Je te laisse t'exprimer du coup là-dessus et reprendre peut-être les propos de Frédéric. Oui. Alors, si je peux reprendre, comment dire, bien sûr que c'est pas un mal. De toute façon, rien n'est mal. Au contraire, c'est un gros progrès. C'est un gros progrès parce que c'est une nouvelle composante qui rentre dans l'analyse et quelque chose à ce point de vue-là qui est quelque chose de nouveau. Et ce qui est nouveau, il faut toujours l'accueillir. Je pense que c'est très important. Par contre, là, je vous lirai les 3 premières lignes que j'écrivais il y a 15 jours quand ça s'est passé dans la lettre que je fais à mes abonnés. J'écoutais tout ce que vous dites
Je vous dis, c'est quand même intéressant. Ça fait 40 ans que je dédie ma vie au marché financier et à tenter d'en comprendre l'évolution. Elle est parfois surprenante, déconcertante, mais je dois admettre l'intrusion brutale des mouvements sociaux qui s'invitent à grande échelle à travers Reddit sur les marchés financiers introduit dans l'analyse une nouvelle composante comportementale qui m'avait échappé. Il en résulte une légitime volatilité, synonyme de perte de confiance des marchés en leur propre capacité à valoriser le prix des actifs financiers. Parce que ça, c'est une chose importante. Il faut comprendre que la volatilité dont on parle beaucoup, le fameux indice de la peur, c'est la volatilité, ça n'est ni plus ni moins que la confiance du marché à valoriser ce que valent, à valoriser ce qu'il vaut, c'est-à-dire à valoriser les titres et les actions. Quand le marché est très confiant et qu'il pense qu'il a une bonne maîtrise de ce que ça vaut, la volatilité diminue et la volatilité est faible. Quand la volatilité s'envole et plus elle monte, plus c'est que le marché ne sait absolument pas comment valoriser les actifs. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qui s'est passé avec GameStop? Il y a quelque chose c'est très intéressant parce que ça va rentrer comme finalement un nouveau phénomène dans l'analyse des mouvements sociaux, dans le sens que, d'accord, il y a une collectivité qui s'organise et c'est très intéressant. Ce qui me dérange un petit peu par rapport à ça, c'est que, d'accord, il y a énormément de particuliers et ça, c'est génial. Ils se sont mis en bourse aux États-Unis, en France, et c'est un des effets positifs du Covid. C'est évident parce que de toute façon, ça va donner un énorme intérêt au marché financier, à la bourse, et également à amplifier une éducation. Une éducation, je crois qu'il faut quand même que tout le monde puisse un peu avoir, parce que sinon, il y a un côté qui est un petit peu inquiétant et même affolant dans tout ça. Et ce qui se passe, c'est que, d'accord, on va avoir de la volatilité, mais tôt ou tard, là, l'industrie financière, l'intelligence artificielle, les robots qui analysent tous ces mouvements, ça va rentrer dans l'analyse technique que nous faisons, l'analyse technique des marchés, c'est-à-dire qu'on intègre ces éléments et on va essayer de les digérer. L'intelligence artificielle va les digérer pour utiliser à sa manière. Alors là où je rejoins tout à fait ce qui t'est dit, c'est vrai, c'est que quelque part, ça a fait de la volatilité. Je ne pense pas qu'elle va aller à l'infini, cette volatilité. Au contraire. Bon, maintenant, il ne faut aussi pas perdre de vue une chose, c'est que, alors, en aparté, que oui, il y a beaucoup de comptes qui sont ouverts, que la masse représente plus que les gérants. Oui, à condition que je mitigerai un peu ça parce qu'en réalité, beaucoup de ces comptes qui ont été ouverts travaillent sur les ETF. Les ETF travaillent de façon plus ou moins automatisée sur des secteurs économiques et qui eux-mêmes échappent en fait quelque part je dirais, la volonté de chaque particulier. C'est une force si elle est collective. Mais à mon avis, tôt ou tard, cette force, elle est forcément déficiente parce qu'il y a un moment donné, quand vous avez un GameStop qui monte à 500 $, ben vous avez forcément des particuliers ou des petits malins qui disent je vais essayer de la shorter. Moi, à 500 $, à 498, je l'ai shorté. Ça vous amusera peut-être. À 498, j'ai vu le mouvement, je me suis amusé, j'en ai shorté 10. J'ai shorté 10 titres qui étaient à 498. Elle est redescendue comme une fusée. Elle est remontée à 440. Je me suis dit, je n'ai pas envie de perdre, je la rachète quand même. J'ai racheté à 440. 10 minutes après, j'ai voulu la revendre parce qu'elle redescendait. Mais là, je n'ai pas pu parce que tout était interdit. On ne pouvait plus intervenir que pour clôturer des positions. Bon, ça, c'est un petit aparté. Ce que je veux dire, c'est que Excuse-moi, Olivier. la volatilité, je ne pense pas que la volatilité va Tu m'entends, beaucoup Olivier? s'envoler à cause de ça. Et en même temps, il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est que quand vous avez des hedge Je funds crois qu'il m'entend pas. qui souhaitent shorter une valeur, ou sur le marché français, de la même façon, hein, sur le marché français, si vous shortez de l'Unibail, c'est qu'il y a certainement des raisons de shorter de l'Unibail, parce que peut-être qu'Unibail à 70 €, c'est probablement excessif. Et l'industrie du hedge fund, ou l'industrie financière, tout court, euh, si elle short quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Et quant à GameStop, très bien, ça les a sauvés, génial, mais ça les a sauvés, mais en même temps, ceux qui shortent à GameStop, il y avait aussi une raison de le faire. Alors, GameStop, eux-mêmes en tant qu'entreprise, il faut bien être conscient que ce n'est pas parce que leur action monte, que l'action monte fait que l'entreprise, sa valeur d'entreprise augmente énormément. Et c'est grâce à ça, effectivement, qu'ils sont sauvés. Mais eux-mêmes, tant qu'ils n'ont pas fait, ça leur permet de faire une augmentation de capital dans des cours qui seraient extrêmement attrayants. Mais
en dehors de ça, l'entreprise, elle reste la même. Et GameStop est une boîte qui perd de l'argent. Je pense que quelque part aussi, il y a un moment où il faut raison garder quelque part. Alors, ces mouvements sociaux, c'est très sympathique, ça fait des bonnes flambées et c'est un petit peu comme jouer à la loterie, c'est-à-dire qu'on voit un mouvement, tout le monde s'engouffre dedans et ensuite, vice-versa, tout le monde va reshorter dans l'autre sens. Je trouve ça très positif parce que pour moi, le côté positif, ça apporte énormément d'attrait pour les marchés financiers. Et ça, c'est magnifique. Parce que justement, il y a beaucoup de gens qui voyaient la finance comme quelque chose de mal, etc. Et au contraire, c'est super que tout le monde s'y intéresse. C'est magnifique parce que c'est important que les gens comprennent comment fonctionne l'économie. C'est très, très important. Ça permet de remettre beaucoup de choses en perspective. On en parlera peut-être tout à l'heure de la dette, de toutes ces choses-là. Mais je veux dire, ça me paraît important. Enfin, voilà, c'était les points que je voulais rajouter sur ce sujet de la volatilité, de GameStop, qui est de mouvement. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est mal? Il y a du bien, il y a du mal dans tout, toujours. Mais en soi, c'est super qu'il y ait tant de gens qui s'y intéressent. Ça, c'est sûr. Ok, très bien. Merci, Olivier pour ton intervention. Très pertinente d'ailleurs. Et du coup, je vais donner juste un peu la parole à Garto et Quentin qui l'ont eu un petit peu moins, qui veulent sans doute rebondir aussi là-dessus. Garto, si tu nous entends, la parole est à toi. D'accord avec Olivier, cette volatilité, c'est quelque chose de passager. Moi, ce que je souhaite, et c'est pour ça que je suis là, c'est qu'on travaille pour devenir un acteur, en fait. Et quand on sera un acteur comme un autre, bah, je pense qu'il y aura moins de volatilité. L'autre chose, c'est qu'on ne parle pas, bon, moi, c'est dans mes centres d'intérêt, c'est de l'éthique. Par exemple, est-ce vraiment éthique de shorter une boîte, de vendre à découvert? C'est-à-dire de gagner de l'argent sur la faillite d'autres personnes, avec tout ce que cela peut impliquer, chômage et tout. Il faut quand même comprendre que GameStop aussi, il y avait quelque chose de romantique. La plupart des gens qui sont dans ces réseaux sociaux et qui ont essayé ce coup-là, bah, c'est des gens à peu près de notre âge, je parle de mon âge, c'est-à-dire des trentenaires qui achètent des jeux vidéo là, ils veulent peut-être pas que cette boîte coule. Pourquoi pas? Si l'État peut décider de sauver Airbus ou je ne sais pas, bah, peut-être que les particuliers se disent cette boîte, je veux pas qu'elle coule. Ça peut être intéressant, ça peut être bien. Je veux dire, c'est une appropriation de la finance de la part des petits porteurs, des gens normaux. Moi, je trouve ça que c'est plutôt une avance. C'est plus de participation pour le plus grand nombre. Et j'insiste, comme Olivier l'a dit, bah, ça aide aussi à nettoyer un peu la finance, à nettoyer, je veux dire, l'image de la finance. C'est-à-dire, bah, la finance, ça peut servir à des choses utiles. Voilà. Tout à fait. Bien sûr. Par ailleurs, je souhaite réagir là-dessus. Est-ce que vous pensez, très sérieusement, les amis, que ce soit pas possible vraiment de réaliser le même genre d'opération en France? Parce qu'on a pu voir d'ailleurs, c'est Cédric qui nous a partagé ça sur le groupe Facebook. On a pu voir d'ailleurs que l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, c'est eux qui régulent, on va dire, toutes les opérations en termes de finances de marché en France, sur les sociétés en tout cas listées en France. Et donc, on voulait savoir si pour vous, vous partagez l'opinion ou pas de l'AMF qui est que une telle opération, celle de GameStop, donc, n'est pas possible en France. Sur une entreprise, on va dire du CAC 40 par exemple. Voilà, donc là, vous avez à peu près, on va vous donner un peu à tous la parole. Vous pouvez comme ça, du coup, réagir ensemble autour de ça. Donc, je laisse celui qui désire commencer. Une précision, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr, pas de problème. Oui, voilà. Alors, moi, je pense que c'est possible, hein, mais plus compliqué en France pour des raisons de régulation et de contrôle, mais c'est possible. Juste une chose, je voudrais rebondir sur les derniers propos d'Olivier. Une petite précision. Il disait, voilà, qu'on parlait d'économie. C'est pas tout à fait exact. On n'est pas sur l'économie, là. On est sur la finance. Pour que tout le monde nous comprenne bien, l'économie se préoccupe de la production, de la consommation, de l'échange, des biens, de services, d'accord, ainsi que du transfert de richesses. La finance, elle s'intéresse à l'utilisation de manière optimale des fonds pour une organisation, de manière à rentabiliser uniquement à son avantage l'investissement. C'est ça la finance. Donc, quand les hedge funds font short des entreprises qui sont en difficulté, de manière claire et nette, ce n'est pas... l'économie.
Ce n'est pas éthique, absolument pas éthique, ce n'est pas moral. Et c'est le cancer des marchés financiers. Disons-le franchement, c'est le cancer des marchés financiers. Et ça, eh bien, il faut le combattre par tout moyen. Et l'action menée par les PP, par nous aujourd'hui et par les Américains, a obligé le Congrès américain à se saisir de cette affaire. Donc Pépé petit Donc porteur oui, pour rappeler. bien sûr qu'on peut faire bouger les choses, évidemment. Et l'objectif de cette communauté aujourd'hui, c'est d'expliquer à tout le monde comment on peut agir et comment on peut faire changer positivement ces pratiques. Parce que le système, il est positif, la bourse, c'est quelque chose de très bien, mais il faut à un moment donné la réguler. Et pour ça, s'il faut envoyer des messages très forts aux acteurs des marchés ainsi qu'aux politiques, il faut le faire en étant organisé. Voilà, je voulais juste revenir et bien préciser ça. Ayez bien à l'esprit une distinction fondamentale entre la finance et l'économie. C'est vraiment quelque chose qui est séparé. Voilà, je laisse la parole à. Bien sûr. Je crois que c'est Quentin ou. Ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire justement en parlant d'organisation, tout ça, parce que justement, il y a eu un. Alors, je sais pas si tu as suivi ou si d'autres ici d'ailleurs ont suivi ce qui s'est passé avec S30, c'est ce dont nous parlait un membre sur le chat, donc du coup S30 qui est une société donc, qui s'appelle Solution 30, qui finalement donc je crois pose des compteurs Linky et entre autres. Et qui justement du coup était la cible d'une action française. Est-ce que pour vous c'était sans doute prématuré? Est-ce qu'il y avait des choses pour lesquelles ça n'a pas marché pour ceux qui ont suivi un petit peu, hein, parce que je crois que l'action qui a été tentée finalement n'a un peu échoué en quelque sorte. Donc du coup, quelles seraient selon vous les raisons de cet échec? Bien sûr, si vous avez un avis là-dessus, quoi. Donc c'est pareil, je vous rends tous la parole, comme ça vous pouvez échanger autour de ça. Peut-être Quentin, je crois, qui désirait justement ajouter quelque chose là-dessus. Et même revenir sur les points précédents d'ailleurs. Hein, Ouais, moi c'était plus pour revenir encore. sur ce qu'on venait de parler par rapport à la volatilité. Donc je sais pas si vous voulez passer directement au sujet suivant. Non, vas-y, très bien, on t'écoute. Bon, ok, alors c'était juste par rapport à ce qu'a écrit Cédric. J'ai lu comme quoi BlackRock avait développé une IA en fait qui gérait du coup les fonds, et j'aurais aimé savoir du coup si ce serait le même schéma si d'autres entreprises amenaient à faire la même chose que BlackRock par rapport à ces fonds d'investissement. J'ai entendu. Oui, en fait, savoir si tout simplement ça allait nous empêcher ou ça empêcherait toute action du type GameStop avec l'IA. Exactement. C'est très compliqué à ce stade, honnêtement, de répondre. Parce que pour l'instant, il y a très peu de gérants, très peu de sociétés qui s'y sont vraiment penchés. De mémoire, il y a eu mais je ne le retrouve pas, là j'essaie de le taper sur Internet, là. Il y a un gérant qui l'a mis, je crois que c'était, ça y est, je l'ai, ouais, Glickman, en fait, Jeff Glickman, qui a dit que 60% de ses prédictions, donc grâce à son intelligence artificielle, étaient justes, donc vont largement au-delà des meilleurs fonds spéculatifs. Moi, je ne sais pas, honnêtement. Je ne sais pas, parce que je me dis que si chacun a son IA, ils vont à un moment donné s'auto-annuler, quoi. Ça me paraît assez évident. D'accord. C'est comme à l'époque des robots, hein, quand les robots sont arrivés, pour vulgariser un petit peu et pas être dans le jargon de la finance. Mais quand les robots sont arrivés, tout le monde s'est dit, bon, le premier qui va l'avoir, il va rafler la mise, quoi. Et puis, tout le monde s'est mis à l'avoir, et on a vu ensuite que les robots peuvent être vite détraqués dès qu'il y a des mouvements de marché importants. La preuve avec GameStop, d'ailleurs. Les robots ont été mis de côté en catastrophe, hein, puisque, comme l'a dit Olivier, à un moment donné, quand l'action allait monter à plus de $200, c'est plus les particuliers qui l'ont fait monter, c'est plus les robots, là. Hein. C'est les gérants qui ont pris vite des positions pour s'acheter en catastrophe. Et là, je peux vous dire que tous les algorithmes ont été mis de côté, et ça a été une intervention humaine. Hein. Direct. Okay. Donc après, pour l'IA, j'ai pas assez de recul, honnêtement, mais je pense pas spécialement que ça puisse gêner quoi que ce soit, quoi. Par contre, que ça supprime à terme définitivement des acteurs de marché, oui. Très bien. Ça, mais oui. tu as éclairci très bien. Ok. Tu as éclairci ma pensée. En tout cas, merci bien. Tant mieux, avec plaisir. Oui, d'accord. Je vais en profiter peut-être pour, maintenant que tout est clair, je pense, sur tout ce qui est actualité au niveau du mouvement Wall Street Bets, de l'affaire GameStop et des autres compagnies qui ont été pump. Je voudrais
passer peut-être à la partie 2 et parler plus du rapport, plus du lien entre la pandémie et les marchés financiers. Et dans ce cadre-là, je vais plutôt introduire sur les injections de liquidités des banques centrales sur l'économie réelle. Et à ce niveau-là, on a pu voir notamment que depuis mars 2021, la Banque Centrale Européenne a investi à peu près 250 milliards d'euros. Et je voulais savoir, du coup, les effets de cette politique sur les marchés financiers. Et il aurait été pertinent peut-être d'avoir l'avis de Garto et de Frédéric là-dessus. Moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Ça fait des années que je suis un peu sur le trading, je fais du micro-trading, je fais des crypto-monnaies. Et donc, j'ai quelques connaissances, mais vraiment, je suis un petit porteur et je le faisais plus comme un hobby qu'autre chose. Je le fais toujours plus comme un hobby. Ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu les premiers paquets de secours, là, c'est les 200 milliards dont tu parles, j'ai un ami, par contre, qui est à fond dans la finance et qui a donc des grosses entrées d'argent. Il est riche, quoi. Ouais, Il 2500 habite à milliards, je Madrid. crois. Même. Il habite à Madrid. Et tu sais ce qu'il m'a expliqué? Et il m'a dit, il m'a appelé, il m'a dit, hey, Garto, il faut que tu achètes tous les crypto-monnaies que tu peux et tout. L'argent coule à flot. L'argent coule à flot. Mon banquier vient de m'appeler et m'a dit que si je voulais bien lui prendre un crédit, tout de suite, comme ça. Son banquier l'a appelé pour lui demander un crédit. Et donc, pourquoi je vous raconte ça? C'est ce qui s'est passé, en fait. L'argent qui était là pour secourir l'économie, encore une fois, elle est partie dans la finance. Et donc, c'est pour ça qu'au début de Covid, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais les bourses, au niveau mondial, elles ont plutôt monté au lieu de descendre, parce qu'il y a eu ce paquet. Aux États-Unis, ils ont eu le leur, et ici, aussi, on a eu la même chose. Mais cela n'a pas impacté l'économie. Tout le monde sait la situation si compliquée dans laquelle on est au niveau économique. Le chômage qui ne cesse d'augmenter. Bon, voilà, toute la situation très difficile. Mais par contre, la finance, c'est bien vu, bénéficier, c'était assez évident au début de la pandémie. Oui, la vocation première de la Banque Centrale Européenne, contrairement à la Fed, c'est pas forcément sauver l'économie, hein. C'est malheureux à dire, mais tu vois, à chaque crise, c'est marrant, hein, mais les marchés, les regards se tournent vers qui tout le temps? Les banques centraux, les banquiers centraux, tout le temps, d'accord? Donc, oui, les liquidités ont coulé à flot, les emplois ont été détruits, l'économie a été quasiment à l'arrêt, et on n'a pas vu d'inflation. Ce qui est amusant d'ailleurs, mais l'inflation, on l'a vu où? Sur les marchés financiers, hein. Faut pas chercher midi à 14h, hein. Grâce à l'afflux des liquidités, c'est les marchés financiers, hein, qui ont eu l'inflation. Les bourses mondiales ont progressé de façon mais incroyable. Bon, enfin, j'en parlais avec Cédric, on en rigolait. Lui, par rapport à ses études, il me disait, mais 5 ans, 6 ans d'études pour ça, finalement, pour se dire, mais tous les fondamentaux qu'on a pu apprendre sont balayés d'un revers de la main avec cette création monétaire et cet afflux de liquidités qui inonde les marchés. À analyser, c'est très, très, très compliqué, si ce n'est uniquement sauvegarder une spéculation de quelques-uns au détriment de la majorité, quoi, des 95 ou 97% des gens de la planète. Les banques centrales aujourd'hui ne font que sécuriser les marchés en permanence. Petite anecdote, vous avez vu, les marchés étaient en train de baisser il y a une grosse semaine. La seule bourse qui a monté, c'est Milan. Le jour où Mario Draghi a été nommé ministre du Conseil italien. Les marchés ont applaudi en Italie, alors que la plupart des bourses étaient à moins 1,5, moins 2, moins 2,5 en Europe. La bourse de Milan a fait plus 2. Bon, la raison, elle est simple, hein. Il y a les 200 milliards que l'Italie va toucher par la Banque Centrale Européenne. Les marchés ont compris qu'ils allaient récupérer 200 milliards et que ça n'allait pas être distribué à l'économie locale, à l'économie nationale, pardon. C'est aussi simple que ça, hein. Aujourd'hui, il faut se dire les choses, hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, moi, D'accord, Frédéric, mais excuse-moi de t'interrompre, mais justement, qu'il y ait des mouvements comme ça, de collectifs, comme celui-ci, qui essaient de participer dans la finance, ça ne va pas, en quelque sorte, rendre la finance un peu plus ancrée dans la réalité? Si, justement. Exactement. Ça, la peur peut changer, entre guillemets, de côté, temporairement, mais elle peut aussi s'installer, c'est-à-dire rééquilibrer la balance. Exactement, parce qu'ils sont en train de se dire, cet argent, alors pour l'instant, ne nous leurrons pas,
99,9% de ce qui est injecté, c'est pas les particuliers, c'est pas Reddit, c'est pas nous qui la récupérons. On est d'accord. Mais on a été chercher 0,01% de cette somme. C'est colossal. C'est colossal. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Il va y avoir une réflexion des acteurs du marché, mais à travers énormément d'entreprises. Les assurances et assurances vie, qui collectent aujourd'hui des milliers de milliards de fonds. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez là, tous ceux qui sont dans la communauté aujourd'hui et qui nous écoutent, ils vont regarder les rendements publiés par les gérants. Vous allez regarder ce que vous êtes capable, vous, de faire en direct. Toute raison gardée, sans se prendre pour le nouveau trader ou le nouveau grand gérant, en étant humble, mais en se disant aujourd'hui, on peut peut-être être un peu plus acteur de notre placement et faire attention à qui on confie nos fonds. Et c'est ça le danger pour ces acteurs de marché. C'est de voir arriver cette intelligence collective. Exactement. Qui arrive. Voilà, c'est ça. Et notre force, c'est cette intelligence collective. Voilà. Je pense pas qu'il y ait un grand risque que les gens se prennent pour les nouveaux traders, pour les nouveaux rois du pétrole, parce que c'est une intelligence collective. Donc, tu vas pas être assis sur un gros magot, c'est vraiment collectif. Donc, on doit en discuter, on doit se mettre d'accord. Regardez ce qui se passe un peu dans l'actualité. En ce moment, il y a des directeurs de cinéma, des grands PDG. On a eu le directeur du Centre national du cinéma qui a été viré à cause de son comportement, parce qu'il fait dans sa vie personnelle. On ne peut pas imaginer une société où tout le monde, au lieu d'avoir un livret A, ils ont plutôt un petit portefeuille, et quand ils investissent, ils pensent aussi avec leurs valeurs. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas investir dans cette entreprise parce que je sais que j'aime pas ce qu'elle fait. J'aime pas ce qu'elle fait, point. Moi, je préfère GameStop parce que ça me vend les jeux vidéo. Ou je préfère cette entreprise parce qu'elle est éthique, elle est en accord par rapport à mes valeurs, tout simplement. Je pense que c'est une façon de plus de démocratie. Moi, je ne vois que des points positifs. En fait. Et ce qui s'est passé avec, voilà, et ce qui s'est passé avec GameStop, revenons aussi à la base. L'ancien président américain, Donald Trump, a décidé de mettre en place l'hélicoptère monnaie. D'accord? Quelque chose qui en France fait énormément peur à toutes les banques, il y a beaucoup de politiques, mais il a fait l'hélicoptère monnaie. C'est-à-dire qu'il a envoyé de l'argent à beaucoup de familles. Et beaucoup de familles américaines ont décidé d'investir cet argent sur les marchés boursiers, donc notamment sur GameStop. Résultat des courses, on a vu quoi? On a vu que cet argent, directement envoyé auprès de personnes qui en avaient le plus besoin, a été utilisé pour sauver des entreprises. Alors, comme je disais, comme l'a dit Olivier, le modèle économique était difficile. Une entreprise qui perdait de l'argent, il fallait qu'elle se réinvente. Mais cette action a permis d'infléchir sur les décisions politiques de l'entreprise. Et donc de sauver des emplois et de sauver une entreprise. Imaginez aujourd'hui si l'Europe faisait aussi l'hélicoptère monnaie, c'est-à-dire envoie un chèque de l'argent à tous les Européens, la capacité que ceux-ci pourraient avoir aujourd'hui sur ce genre d'action, très clairement. Et surtout comprendre une chose, c'est pas les banques centrales elles-mêmes qui peuvent régler la situation dans laquelle on se trouve. Les banques centrales, notamment la BCE, n'est pas du tout équipée pour faire face à la pandémie. Elle a pas ça dans ses statuts. Donc oui, c'est effectivement cette intelligence collective, ce qu'on est en train de faire. Oui, ça peut. Moi, j'y crois et je pense que, et ça d'ailleurs, ça a été démontré, ça peut avoir un impact très positif sur une refonte et essayer de réécrire un peu ces règles concernant la finance. Et merci beaucoup pour cette intervention. Je me posais ensuite la question, puisque un auditeur a insisté sur le point, est-ce que vous pensez que l'affaire GameStop, c'est-à-dire ce qui s'est passé vis-à-vis du pump de GameStop, et ensuite ça a recraché, est-ce que pour vous ça peut être interprété par la justice comme une manipulation du cours de la bourse? Délit d'initié, par exemple. On appelle délit d'initié. Ça peut être ça, mais le délit d'initié, après je suis pas expert dans le sujet, mais je pense que c'est un certain type de manipulation du cours de la bourse, mais en général, le délit d'initié ça fonctionne. Parce que pour moi, le délit d'initié, excuse-moi, je rends la parole tout de suite, mais parce que pour moi, le délit d'initié, en fait, ça se fait entre professionnels de la banque lorsqu'il y a, par exemple, je veux dire, quelque chose qui se sait en avance et qui se partage dans un cercle fermé. Oui, là, en l'occurrence, on était sur quelque chose d'assez public. Si la collusion est interdite aussi par la loi. La collusion, c'est-à-dire se mettre d'accord entre plusieurs hedge funds pour faire monter une action.
je pense que c'est interdit aussi, corrigez-moi, je ne suis pas expert en En finance, effet. Ça, j'insiste. c'est pas exactement la question que je posais, mais c'est assez intéressant aussi comme point de vue. Mais oui, déjà d'un côté, déjà du côté des hedge funds, est-ce que c'est pour la justice illégal de faire ça, genre c'est-à-dire de shorter, peut-être, on n'a pas la preuve, hein, mais peut-être certains se sont organisés entre eux, les hedge funds, pour faire baisser le cours de GameStop et d'autres entreprises comme AMC ou Nokia ou BlackBerry et tout. Ou pour se racheter leur vente à découvert Exactement. entre eux, justement. Exactement, Théo. Mais moi, ma question portait aussi sur le point de vue de la justice en général, le subreddit Wall Street Bets. Est-ce que pour la justice, ça pourrait être une sorte de délit d'initié et de manipulation de cours de la bourse? Parce qu'en réalité, Wall Street Bets, c'est un subreddit public, c'est sûr, mais avant que ça sorte dans les médias, pas forcément tout le monde connaissait le mouvement. Et puis même, j'ai pu constater, moi, en tant que modérateur du groupe, qu'il y a beaucoup de gens qui ont rejoint le groupe vis-à-vis des articles qui ont été postés sur soit Cédric, soit Théo, soit d'autres membres de la communauté. Donc en fait, est-ce que ça peut être vraiment perçu comme un délit d'initié malgré tout? Tu sais que je me suis beaucoup penché sur cette question justement quand je suis rentré là-dedans, par rapport à ça, à la légalité, et je pense que ça dépend justement de la façon d'agir. Par exemple, moi je suis rentré dans le Discord et j'ai ouvertement dit, moi je vais mettre des actions là, tout ça, sur GME, sur GameStop. J'ai acheté quelques actions parce que le mouvement m'intéresse. Alors franchement, le faites pas si vous voulez devenir riche, voilà. Mais je sais pas si juste de se mettre d'accord, je sais pas, c'est pas pareil que comme si je parle avec mon voisin, je le conseille d'acheter telle ou telle action. Si je vais dans un forum et je dis aux gens, hey, moi je vais acheter ça, je pense que ça a monté. Est-ce que c'est vraiment illégal? Moi, je ne le pense pas. En tout cas, je pense que la justice aurait du mal à le démontrer, non? Je sais pas, dites-moi si je me trompe. Dès lors que Non, c'est aux organisé. États-Unis, si je peux me permettre, aux États-Unis, certains acteurs politiques, notamment des républicains, ont essayé. Certains ont dit qu'il s'agissait de conspiration de Reddit, très, très clairement. La SEC, qui a ouvert une enquête, pour l'instant, n'a pas ouvert une enquête de délit d'initié contre Reddit, mais contre les brokers. Très clairement, puisqu'ils ont changé les règles du jeu en cours. C'est-à-dire très clairement, ceux qui sont visés dans le collimateur aujourd'hui de la justice américaine, c'est les brokers. Pourquoi? Parce que je vais essayer de prendre une métaphore simple. Vous faites un match de tennis, vous êtes à 5-0, premier set, 40-0, balle de 7, et puis d'un seul coup, on change la donne, on vous dit faut plus 40-0, mais il faut 80-60 pour gagner. Donc la règle du jeu, elle a été changée brutalement par les brokers et par Robinhood, qui a décidé de bloquer parce qu'il pouvait plus faire face, hein, Olivier l'a très bien expliqué tout à l'heure, il ne pouvait plus faire face à la dimension financière des transactions, mais a changé les modalités des transactions en fait. Et non, là, ça risque de leur coûter effectivement très cher. Très cher. Il n'y a pas eu de délit d'initié de Reddit, hein, parce que Reddit, en fait, quand vous regardez la communauté, c'est des échanges d'informations, hein. Alors, ils se sont dit, bah, ce serait sympa qu'on achète. Ça a été étudié, j'ai lu des tas d'articles, hein, des quantités comme vous tous, hein, sur le sujet. Puis j'ai été voir ce que disait le Congrès américain. Là, pour le coup, j'ai échangé avec Cédric. Je lui ai envoyé aussi les différentes plaintes déposées par beaucoup de sénateurs démocrates contre Robinhood. Très clairement, pour moi, il ne s'agit pas d'un délit d'initié. Mais je pense que là, pour le coup, Olivier va pouvoir nous apporter son expertise parce que lui a été gérant à l'étranger. Donc, je pense qu'il a peut-être des connaissances juridiques vraiment plus poussées que nous tous. Et son avis m'intéresse vraiment. Très brièvement. Moi, je me réfère surtout à l'AMF, hein. Parce que si on regarde le code monétaire et financier, pour qu'il y ait information, pour qu'il y ait délit d'initié, il faut qu'il y ait information privilégiée. Oui, c'est ça. Or là, il n'y a pas d'information privilégiée. De toute façon, ce qui se passe, même dans le mouvement GameStop, c'est un échange d'opinions qui prend. Mais comme je vais dire, c'est comme Tesla. Tesla, aujourd'hui, ça vaut $800. Bon. Ça vaut, je ne sais plus exactement, mais ça doit valoir, je ne sais pas, 100 fois, 200 fois les bénéfices. Comment est-ce que ça en arrive là? Il n'y a pas eu besoin de Reddit pour que Tesla monte là. Néanmoins, Tesla vaut 50, 60 fois, je ne sais pas quoi, enfin, c'est astronomique. Tesla vaut plus que tous les constructeurs mondiaux réunis, et néanmoins, c'est arrivé là. Il n'y a pas eu de délit d'initié, il n'y a pas eu non, mais c'est monté tout seul parce qu'il y a un engouement qui se fait. Et dans Reddit, dans un mouvement comme ça, dans Wall Street Bets,
c'est qu'il y a une mayonnaise qui prend, il y a un engouement pour quelque chose. Il y a comme ce côté sympathie pour GameStop qui était très bien expliqué tout à l'heure. C'est une espèce d'échange d'opinions et tout le monde s'emballe, se dit mais c'est génial et je vais en acheter, etc. Il n'y a aucun délit d'initié, je ne vois pas du tout où il peut y avoir un délit d'initié. Par contre, il y a des brokers comme Robinhood parce qu'ils ne sont pas assez capitalisés. Comme disait Janet Yellen il y a 3 jours, on va mettre le nez là-dedans parce qu'effectivement ça pose un souci. Parce qu'ils sont obligés de changer, effectivement, c'est très bien dit, ils sont obligés de changer la règle du jeu en cours de route. Ça pose un souci. Ça pose un souci. Mais délit d'initié, non, il n'y a pas de souci à se faire pour ça. Hein. Parce que tout pareil, tout à l'heure ou tout, je sais pas quoi, dans 8 jours sur le réseau social, tout d'un coup, tout le monde dit ah, mais non, mais finalement, moi, j'y crois pas du tout, c'est beaucoup trop cher, etc. Et tout le monde se dit oui, oui, c'est vrai que c'est beaucoup trop cher. Ah ben moi, d'ailleurs, je vais shorter. Tout le monde se met à shorter, le cool. Pas des initiés non plus. Ça prend ou ça prend pas. Il y a ceux qui y croient, ceux qui ne croient pas. Si ça s'équilibre, bah, le cours, il ne bouge pas tant que ça. Donc, c'est pas illégal. Ben, ça n'a rien d'illégal. Non, non, ça n'a rien, absolument rien d'illégal. Non, ce qui est dérangeant, c'est que cette énorme volatilité créée par un engouement, j'appelle ça un engouement, ça peut être également un dénigrement dans l'autre sens. Et là, c'est un engouement colossal pour quelque chose qui est une espèce de boule de neige, c'est comme pour les tulipes, tulipes en Hollande, c'est tout d'un coup, tout le monde veut acheter ce truc-là. C'est un phénomène de masse, c'est pas un délit d'initié, c'est pas du tout un d'initié, mais c'est un phénomène de masse et gênant, très gênant pour le monde financier. Parce que le monde financier, il a besoin, d'une certaine stabilité. C'est pour ça, quand je dis, moi, la volatilité, les traders aiment bien la volatilité parce que ça leur permet de gagner de l'argent s'ils sont dans le bon sens. D'accord, Olivier, mais j'ai une question par rapport à ça, excuse-moi de t'interrompre. Mais justement, c'était ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, mais c'est parce que c'est une nouveauté. Mais quand cet acteur deviendra un acteur à part entière, déjà connu, dans 2, 3 ans, si ce genre de mouvement se perpétue, tu penses pas que les gens s'habitueront et ce sera juste un autre acteur à prendre en compte et il y aura peut-être pas plus de volatilité? Je suis absolument d'accord. Absolument d'accord. C'est-à-dire qu'au début, c'est exactement comme un premier attentat. Quand il y a un premier attentat, les bourses perdent 8% en une heure. Et quand il y en a un second attentat tout aussi grave, 2 ans ou un an après, ça n'est plus moins 8%, mais c'est moins 4, etc. Et parce que la chose s'intègre. Là, c'était tout nouveau. Je pense qu'on n'aura jamais des phénomènes d'une telle amplitude pour ce phénomène-là. Parce que ça s'équilibrera. Je suis convaincu. Je pense que tu as totalement raison. Totalement raison. Alors, la deuxième chose aussi, quand on disait tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait imaginer ça sur des boîtes du CAC 40 je dis la réponse est non. Non. Vous pouvez faire tous les réseaux sociaux en France qu'on voudra pour faire monter L'Oréal, elle ne montera pas de 40%. C'est pas possible. C'est pas possible parce que ça fait trop de monde. S'il y a trop de monde sur L'Oréal, c'est beaucoup trop gros. Par contre, sur des sociétés qui sont des mid-cap, L'Oréal est moins. Tu nous accorderas, excuse-moi Olivier, tu nous accorderas quand même que L'Oréal est moins shorté que GameStop. Oui, oui, non, d'accord. Oui, c'est quand même une belle classe d'actifs, L'Oréal, donc c'est pas le bon exemple. Je me permets juste, hein, voilà. Je te laisse la parole. Indépendamment, je suis d'accord. Oublions le côté que L'Oréal n'est pas shorté, ou très peu. Je suis absolument d'accord. Mais à la limite, un mouvement peut très bien faire un truc super style GameStop. Il faut trouver une boîte qui soit une petite capitalisation, qui a le droit d'être shortée, ce qui n'est pas le cas. En France, il y a beaucoup de boîtes qui n'ont pas le droit d'être shortées. Donc, il faut qu'elle soit shortable. Il faut qu'elle soit pas trop grosse, de façon à ce qu'en réalité, il ne faut pas des masses monétaires gigantesques pour obliger des gens qui sont à découvert à se racheter. À ce moment-là, oui, le mouvement peut être très fort. Si c'est un gros titre, comme Danone, quelqu'un qui toujours sur Danone, j'ai vu Danone, vous n'arriverez jamais à faire bouger Danone. Hein. Ça bougera, oui, elle peut bouger d'0,5%, parce que d'un coup, dire, oui, Danone, la pauvre, elle est chère. Ce sera plutôt la remontée de 52 à 56 que de la montée de 56 à 80. Ok, c'est super. Et vis-à-vis de justement, là, tu viens de nous expliquer pour plutôt l'aspect délit d'initié
pour l'affaire GameStop. Moi, je me posais une question, c'est plus lié à l'actualité. Et en fait, j'ai pu voir que, notamment, Elon Musk, il a été présent sur ce qu'on peut dire être le Discord officiel. Je sais pas si c'était vraiment l'officiel de Wall Street Bets, le subreddit. Et on a pu parler de cette personne en tant que quelqu'un qui a fait un petit peu une manipulation du cours de la bourse, dans le sens où il a demandé enfin, il a communiqué sur, on va dire, l'investissement de son entreprise Tesla, qui aurait investi une certaine somme sur le Bitcoin. Est-ce que ça peut être une manipulation du cours de la bourse, à votre avis? Est-ce que au niveau d'autres monnaies, d'autres crypto-monnaies, ça peut être le cas? Non, c'est pas Ouais, bon. comme il a pu le faire excuse-moi, je te rends la parole tout de suite, Olivier, mais comme il a pu le faire aussi pour Dodge, je pense que c'est ce que Ben essaie de rappeler ici. C'est Exactement, finalement le Dodge. toutes ces publications qu'il fait. Est-ce que finalement ça peut pas être apparenté un peu plus que ce qu'a fait le subreddit à de la manipulation de marché, en sachant qu'il a un très grand oratoire qui s'est déjà fait comment dire ça, sanctionné pour avoir fait ça, d'ailleurs, pour avoir fait chuter le cours de l'action Tesla, je crois, en faisant une publication. Il avait eu des sanctions contre lui qui avaient été prises. Est-ce que finalement ce qu'il fait là actuellement, ça peut pas non plus être sanctionnable, dans le sens où par exemple faire pump Bitcoin, Dodge, etc., puisse servir ses intérêts avant tout, plus qu'autre chose. C'est sûr qu'il peut y avoir un bras de fer, je pense, entre un Elon Musk et une S. Encore que quand Elon Musk avait dit ma boîte sera privée à 400 $, etc. Parce que là, quand même, là, on parle plus d'un groupe vraiment, on parle vraiment d'une seule personne qui a vraiment énormément de pouvoir là-dessus. Donc, du coup, ça peut potentiellement déranger un peu plus, parce que finalement, on dit que les hedge funds peuvent faire du délit d'initié, dans le sens où ils peuvent s'assembler, par exemple, pour manipuler les cours. Ici, on parle aussi d'une seule personne, donc ça revient à peu près à la même chose. Donc, je pense que c'est juste mon avis, mais potentiellement, est-ce qu'on pourrait pas apprendre ça, par contre, plus tôt à du délit d'initié, contrairement à ce qui s'est passé avec le subreddit? C'est, c'est- Si je peux répondre, bah, il fait officiellement, sans prendre de gants, ce qui se fait comment je vais vous dire ça, c'est un secret de polichinelle que les marchés, évidemment, sont manipulés. Je vais prendre l'exemple des gérants ou autres traders qu'on a été, ou qu'Olivier est. Bon, il le fait peut-être moins, mais vous savez, on appelle quelqu'un qui est peut-être dans le milieu journalistique pour lui demander de publier une petite analyse sur telle ou telle valeur, parce qu'on a besoin à un moment donné de liquidité des fonds. Moi, je l'ai vu faire par des grands gérants qui m'ont formé à l'époque. C'est des pratiques qui sont communes. Ça s'appelle pas du déni d'initié, ça s'appelle un conflit d'intérêts, si vous voulez, ou de la connivence. Et Elon Musk le fait de Et manière déjà, ça, c'est totalement illégal. transparente. Je pense que c'est plutôt ça. Après, oui, ça s'apparente à un délit d'initié. Il influe sur le marché parce qu'il est multimilliardaire. Oui, Voilà, c'est clair. Mais vous savez, appeler quelqu'un pour faire une analyse et puis lui demander de faire vite un billet, de publier sur les marchés, ça se fait tous les jours. Voilà, ça se fait tous les jours. Donc bon, est-ce que pour autant, est-ce que oui, c'est ce qu'il faut. Il faut peut-être changer aussi. Je sais pas là. Enfin, je vous livre mon vécu brut et en totale transparence. non, mais il faudrait faudrait qu'à ce moment-là, ça viendra peut-être un jour, mais encore, ils vont avoir beaucoup de mal après à le qualifier. Ce serait qu'il y ait dans les lois ce qu'on pourrait appeler un délit d'influence. Voilà. C'est un délit d'influence, c'est pas un délit. Bien sûr, ok. Très Est-ce bien. que ça, légalement parlant, est-ce que c'est répréhensible par la loi ou pas? En tout cas, aux États-Unis pour Elon Musk. Ou est-ce que c'est un flou juridique plutôt? Non, non, il a été sanctionné, Elon Musk, en 2018-2019. Il a pris des amendes par la SEC, de fortes amendes, hein. Donc, Oui. quand Bien sûr. il a fait pour Dodge, effectivement, il a pris des amendes à l'époque, hein. Il a pris 14 millions même, Là, précisément, je crois. Mais c'était juste... Mais peut-être qu'il y a une différence, pardon, mais parce que Tesla, c'est son entreprise. Donc Oui. il a forcément de l'information privilégiée, mais s'il dit acheter du Dodge, je vois pas, il aurait pu se bourrer, hein, les gens n'étaient pas obligés de le suivre. Donc, Ouais, c'est ça, oui, tout à fait. Exactement. Je pense que la limite, Olivier l'a très bien dit, je pense que la limite, elle est entre le délit d'influence et le délit d'initié. Mais bon, je sais pas, j'ai pas d'autre avis que celle que je viens de donner, quoi. Que celui que je viens de donner.
Non, Donc, il mais ne faut pas avoir peur de s'organiser en tant que collectif pour essayer de peser, d'acheter des actions, et de se conseiller entre nous, d'acheter telle ou Non, on telle. ne craint rien si on est en toute transparence. Si notre communauté véhicule les informations sur telle ou telle valeur, donne des informations, simplement des informations, je pense qu'il n'y a, il y a aucun risque. Il n'y a pas de délit d'initié, il n'y a rien. C'est des informations. On a tout à fait le droit, à un moment donné, d'avoir un mouvement, comme le disait Olivier tout à l'heure, important, qui permet d'aller sur telle ou telle valeur et de faire que ça monte. Après, c'est l'effet moutonnier, c'est tout. Mais qui reste, Mais, mais qui reste quand même assez mal vu. On peut le dire, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes n'osent pas trop s'apparenter au mouvement, de peur justement que ce soit des représailles Oui, mais professionnelles ou autres. Donc même si ce qu'on fait, je pense, est quelque chose qui n'est pas répréhensible, c'est quand même assez mal vu, on peut le dire, de la part des institutions professionnelles de la finance et ainsi que je pense de la SEC et de l'AMF. De la justice en général. et surtout des évidemment. médias, parce que c'est des médias, et les médias ont beaucoup popularisé, ont beaucoup dit que c'était une espèce de grand casse en fait, alors que ça l'était pas du tout en fait. Mais moi j'ai bien vu dans les médias qui traitent des sujets économiques qu'ils ont essayé d'un peu de criminaliser la chose. Mais bon, je pense aussi que c'est un acteur qui est un peu embêtant pour tout le monde à cause de la volatilité et tout ça, mais bon, ils vont devoir accepter cette nouvel acteur tôt ou tard, je pense. ce qui est sûr, c'est que ça dérange. Ça dérange parce que c'est une nouvelle source. Et la volatilité, tout à l'heure, c'est que la volatilité, c'est la perte de confiance dans la valorisation. Donc, le fait de créer de la volatilité, ça déstabilise le système, ça fait perdre de la confiance. De même que le Bitcoin, quelque part, ça dérange les banques centrales. Euh, c'est des choses qui leur échappent. Donc, c'est un sujet qui leur déplaît, absolument obligatoire. Ça leur déplaît. De grande volatilité déplaît, parce que ne serait-ce que dans leur prévision, si les actifs se mettent à monter, descendre à 200 à l'heure, euh, on va où? Comment on fait les choses? Comment c'est très dérangeant, très très dérangeant. J'aimerais peut-être avoir ton avis d'ailleurs sur. Bon, on passe un peu du coq à l'âne, mais c'est la prochaine partie. Mais j'aimerais quand même te capter ton attention pour avoir ton avis sur ce qui s'est fait en termes de dérégularisation des marchés financiers depuis les années 2008 à peu près, donc la crise des subprimes. Depuis 2008, pour moi, au contraire, on n'est pas en dérégulation, on est sur énormément de régulation, voir ce que fait l'AMF, ce que fait la SEC, etc. en permanence. Aux États-Unis, on a eu, après la crise de 2008, on a eu le Dodd-Frank Act, qui était une espèce de tour de vis absolument terrible sur, justement, c'est ça, ça rejoint les problèmes de Robin Hood, etc., mais sur en fait le fait d'exiger des banques d'avoir des réserves beaucoup plus fortes pour ne pas retomber dans les problèmes de 2008 avec l'aléa moral où en fait on sauve les banques parce qu'elles sont trop grosses, avec les stress tests, avec toutes ces choses-là. En Europe, on s'est tapé le BAL 1, puis BAL 2 et BAL 3, avec pareil des régulations monstrueuses qui obligent les banques à des réserves terribles, qui les empêchent de spéculer, qui, etc., etc., etc. Les assurances n'ont pas le droit d'acheter des actions au-delà d'un montant qui est ridicule, et ce qui d'ailleurs était extrêmement dommage et extrêmement préjudiciable pour l'économie en Europe. Bon, les compagnies d'assurance n'ont pas le droit d'acheter beaucoup d'actions. Très, très peu. D'ailleurs, Olivier, c'est quel montant, s'il te plaît? Genre, moi, ça m'intéresse personnellement. Je voulais savoir à peu près quel montant les entreprises ont le droit d'acheter des actions. Alors, je ne veux pas dire de conneries parce que c'est un peu de mémoire, mais je veux dire que une compagnie d'assurance, dans ses actifs, à vérifier, hein, sous toute caution, mais je crois que Ça a coupé? sur ses actifs, elle n'a pas le droit d'acheter plus de 5 ou 6% en actions. 5 ou 6%, d'accord. Merci beaucoup. Mais c'est peut-être 8, c'est peut-être 3. Hein, mais je veux dire, c'est cet ordre-là, et elles n'ont plus le droit d'acheter que des obligations. Bon, et pour leur bilan, sinon on leur dit que leur bilan n'est pas solide. Donc, pour moi, non, depuis 2008, il y a énormément de régulation. Ça n'empêche pas que, bien sûr, il y a des endroits sur les dérivés, sur ça, où bah, le marché est explosif, côté explosif. Mais en réalité, depuis 2008, il y a beaucoup
on n'est pas du tout dans une phase de dérégulation. D'ailleurs, on voit bien les gens au Congrès, en Europe, partout. Justement, dès qu'il se passe des trucs, ils veulent réguler. Ils veulent réguler et souvent c'est un peu casse-pied parce que c'est souvent des choses qui peuvent être par contre un peu à côté de la plaque. Hein, c'est par exemple, on fait des tas de règles et des tas de règles et des tas de règles. Bon, moi je l'ai vécu et ça m'a cassé quand j'étais gérant de fonds dans des sociétés de gestion. Les MF sortaient des trucs constamment des trucs, des contraintes, etc., qui en soi-même ne sont pas forcément si sensées que ça. Et par contre, il y a des choses qui pourraient avoir du sens, et ça, on n'y touche pas. Par exemple, sur les effets de levier, normalement, les effets de marge, là, il y a des choses qui devraient être faites, parce qu'il y a des dérives qui peuvent être très dangereuses pour les bien sûr. Mais la régulation, c'est pour ça que ça m'est difficile de dire on est dans une dérégulation depuis 2008, parce que pour moi, non. Et puis, c'est pas fini. Justement, ça se trouve à cause de Wall Street Bets et tout. Peut-être que dans 6 mois, le Congrès américain va décider que justement, qu'il y a un délit d'influence, qu'il y a un machin, que je sais pas quoi. Ça fait partie du fake news, ça fait partie de Facebook qu'on veut réguler. Aujourd'hui, Facebook, on veut sans arrêt leur tomber dessus parce que non, il y a un côté libéral qui te plaît parce qu'il y a trop de fake news, d'incitation à la haine, etc. Bien sûr, non mais t'as raison et je te rejoins là-dessus. D'ailleurs, on peut notamment noter que des membres politiques américains avaient justement avaient des projets pour empêcher justement ce genre de mouvement comme Wall Street Bets de se reproduire au niveau légal. Voilà, en régulant au niveau, en empêchant un peu les gens de prendre part à ces mouvements-là, donc en empêchant d'acheter, etc. Donc c'est quelque chose que j'avais vu, si jamais tu veux rebondir dessus. Oui, non, mais effectivement, je pense qu'il y a des. Enfin, ce que je veux dire, c'est la régulation des choses comme Wall Street Bets et tout peuvent faire que ça pose des problèmes. Excusez-moi, il faut que j'y aille, je parle. Allô? Bien sûr, pas de souci. Pas de souci, Olivier. Bah, du coup, je vais laisser Ben nous introduire la suite. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de souci, Olivier. Dans tous les cas, je pense que tu as assez répondu à la problématique. Je vais me permettre de passer à la dernière thématique, qui est la troisième. Juste avant. Excusez-moi, c'est Frédéric. Juste avant. Est-ce qu'on pourra refaire un podcast live sur justement le sujet des différents ratios de solvabilité? En fait, bien sûr. Bah après, donc du coup, je réponds à ta question. Je suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Olivier. Ah bah d'accord. Bah si tu vas ajouter quelque chose, fais-le tout de suite. Hein. Non, mais ça va être trop long, mais pas du tout. Merci les gars, et honnêtement la partie a déjà été introduite, mais on est toujours sur la régulation des marchés. Et ce que je voudrais savoir, c'est d'après vous, quelles sont les principales mesures qu'il aurait fallu prendre aujourd'hui pour, en termes de régulation financière pour que tout se passe bien, quoi. Je parle évidemment au niveau du coup du marché américain, parce que GameStop, on le rappelle, du coup c'est une action américaine. Moi, ce que je dirais, parce que je le pratique tous les jours, c'est que le marché américain, pour moi, le marché américain, je suis désolé, mais il marche très bien. Moi, je suis navré, mais en tant que marché, l'ensemble fonctionne super bien. Une machine invraisemblable, il marche très, très bien. Prodigieux ce qui marche bien. Prodigieux ce qui est solide. Prodigieux. Pour le moment, je ne vois pas pourquoi aller. Non. Bon, bien sûr qu'il y a toujours des excès à droite, à gauche, etc. Et de toute façon, je pense que plus le temps évolue, plus on aura des phénomènes comme GameStop, qui effectivement, je suis d'accord, qui se réduiront dans le temps parce qu'il y aura une espèce d'accoutumance à ces choses-là, donc ça perdra de son importance. Moi, je suis pas d'accord. Et en même temps, ça continuera à exister de plus en plus parce qu'on est dans ce fameux monde de Facebook. Olivier, moi, je suis pas d'accord. J'ai l'impression que c'est un peu l'aube pas d'une nouvelle ère, mais ça a été fait une fois pour GameStop et même plusieurs fois, puisque ça a été fait pour AMC, pour Nokia, pour BlackBerry, pour plein d'autres entreprises. Mais j'ai l'impression que ça a été prouvé que c'est possible à réaliser, et donc potentiellement ça pourra être refait. Et même si on est optimiste, si jamais il s'avère qu'il y a une opération en France qui soit nécessaire à être réalisée, c'est possible aussi de le faire en France. Ce que je veux dire, c'est que ça. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres, il va y en avoir plein d'autres. Et en même temps, c'est très bien, un phénomène comme ça, quelque part, a un côté autorégulateur.
ça ne fait ne serait-ce qu'une chose, c'est que ça peut réguler des hedge funds qui en font beaucoup trop. Ça peut les calmer de se moins manipuler justement les marchés. Donc c'est un côté qui est très positif, c'est un côté de force supplémentaire qui rentre sur le marché, qui donc équilibre les choses. D'accord, C'est un côté en soi qui n'est pas négatif. Au contraire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. d'accord, bah dans ce cas-là, ça m'amène à me poser, à te poser une question dans un premier temps, et ensuite je vais la poser aussi à Frédéric, puis à Quentin aussi, pour avoir leur avis. Est-ce que tu penses que la régulation actuelle, elle est pertinente, et elle est complète surtout, ou est-ce que tu penses qu'elle est incomplète? Est-ce qu'il faudrait rajouter des éléments dans la régulation qui feraient que telles actions seraient pas possibles? Je te donne la parole. Enfin, moi, pour moi, la régulation telle qu'elle est, surtout sur les marchés américains, je la trouve remarquable. Donc, c'est un marché qui est quand même très fluide, extrêmement fluide, incroyablement liquide. Alors moi, je me rends compte quand je traite sur les deux marchés, États-Unis d'un côté, France de l'autre, c'est dire c'est le jour et la nuit. Hein. Et le marché américain, moi, quelque part, bien sûr, il y a plein d'excès, bien sûr, c'est les États-Unis, mais en tant que marché, je parle. Est-ce que ce marché a besoin d'autres régulations? Moi, je ne suis pas du tout convaincu. D'accord, d'accord. Dans ce cas-là, pour les États-Unis, pour toi, c'est tout à fait nickel, c'est tout à fait fluide. Et au niveau de la France, est-ce que, bon, même s'il y a toujours, enfin, je le rappelle encore, mais il n'y a pas eu encore d'action comme il y a eu pour GameStop, est-ce que pour toi, la régulation, elle est pertinente? Ou est-ce qu'il faudra ajouter quelque chose? Alors, j'ajoute quand même un truc à ce que tu es en train de dire, Ben, c'est qu'il y a quand même une action qui a été tentée en France avec Solution 30, qui, on peut le voir, a échoué quand même. Enfin, a échoué. N'a pas eu le succès escompté. Après, sans doute que c'était une question de mauvais timing aussi, je sais pas. Est-ce que pour toi, c'est une question déjà d'organisation, Théo? Les hedge funds se sont rachetés très vite sur Solution 30 et Unibail. Hein. Se sont rachetés vitesse grand V. Hein. C'est pour ça que l'opération n'a pas été concluante. Ouais, c'est aussi ce qui me semblait. Oui, mais Unibail il a perdu 15% vendredi. Oui, tout à fait. C'est pour ça, donc, ce qui se passe, c'est que des hedge funds, en fait, je les comprends, hein. Je serais à leur place, donc j'ai géré un hedge fund. S'ils sont short, je les comprends, il y a de quoi avoir la trouille. Hein. Il y a de quoi se dire, ouais, mais attends, je suis peut-être mal, je suis peut-être très mal, là, il faut peut-être pas que j'appuie trop sur la pédale, etc. C'est vachement bien, c'est très bien. On a fait ça tout à l'heure et tout l'aspect positif de ça. Du coup, ça permet quand même de leur montrer qu'ils sont pas aussi puissants qu'ils pensaient l'être. Très bien qu'ils aient un peu le doute, c'est très bien qu'ils se disent pas, bah, j'y vais à fond la caisse et puis c'est moi le roi du pétrole. Bien sûr. Donc, du coup, on influe donc on peut quand même dire que l'action a permis d'influer dans le bon sens, dans le terme où maintenant ils vont sans doute être plus vigilants sur les prises de position qu'ils font et sur ce qu'ils font en général en fait. Oui, complètement. Il y a une certaine peur qui s'est rééquilibrée. Voilà, c'est une peur qui équilibre. Mais néanmoins, ça retourne. Solution 30, elle est retombée à 10. Unibail, elle est retombée à 55. Et là, d'ailleurs, elle a un gros support. Mais au bout du compte, les choses retournent là où elles doivent aller. C'est ça que je veux dire, c'est que les marchés, au bout du compte, vont là où ils doivent aller. C'est ça que moi, j'observe toute ma vie. En tant que je regarde ça. C'est qu'au bout du compte, les choses doivent aller là où elles doivent aller. Par rapport à un certain contexte. Ok, très bien. La différence fondamentale entre les États-Unis et la différence fondamentale entre le marché américain et le marché européen, c'est la fiscalité. Voilà. Si on réforme pas, si les politiques ne font pas une réforme de la fiscalité européenne, pas beaucoup de choses changeront en Europe. Et je rejoins Olivier sur effectivement la fluidité du marché américain avec les dérives. Hein. Évidemment, il faut combattre, mais tout est beaucoup plus clair, plus sain, et voilà. Et en Europe, on a ce sujet très clair sur la fiscalité européenne, où c'est le bordel, si vous me permettez l'expression. Est-ce que tu penses que c'est un retard par rapport aux États-Unis ou bien juste autre chose? Complètement. On n'a pas d'uniformisation de la fiscalité. Donc oui, on a un énorme retard sur le marché américain. On a 10 ans de retard. C'est aussi d'accord. Culturel. En France, on n'a même pas de fonds de pension. C'est vrai. C'est vrai aussi, après, il y a quand même beaucoup de choses qui changent entre notre économie et l'économie américaine aussi, donc bon, on peut comprendre qu'au niveau ce n'est pas le même fonctionnement non plus. Bon. Ouais, oui, mais bon, si tu veux, pour répondre à ta question, le sujet, il tourne beaucoup autour de la fiscalité européenne. Oui, très juste.
Oui, je suis d'accord totalement avec toi parce que c'est le sens de ma question à la base. Vraiment, est-ce qu'on a du retard? Est-ce que pour vous, il serait pertinent, par exemple, d'instaurer de nouvelles réglementations européennes? Pour le marché, après, on a un problème. On en reviendra sans doute quand on fera ce débat cet échange sur les banques et le ratio BAL. Fondamentalement, on a un endettement massif du secteur bancaire en Europe qui est largement subventionné par l'argent de tous les contribuables. Donc rien que là déjà, on a un gros souci. Voilà, on a un souci avec le système bancaire. Ça pénalise forcément les marchés, ça pénalise forcément la finance, et d'où le retard conséquent avec le marché américain. Très, très clairement, parce qu'il y a vraiment plusieurs problèmes. C'est des problèmes qui sont difficiles à hiérarchiser les uns des autres, parce qu'ils sont tous prioritaires en Europe. L'endettement bancaire, l'endettement des banques européennes, la fiscalité, il y a un sacré chantier en Europe. Je suis d'accord avec toi, c'est un certain sujet, d'accord. Mais je voulais aussi avoir, Quentin, si tu es toujours là, ton avis vis-à-vis de ça. Est-ce que toi, je sais que tu es assez différent de Frédéric ou Olivier qui ont beaucoup plus d'expérience que nous deux sur le sujet, mais je voulais savoir ton point de vue là-dessus. Est-ce que tu penses, je sais que tu as investi sur certaines actions américaines, notamment la dernière affaire GameStop, la dernière affaire Wall Street Bets. Je voulais savoir ton point de vue, si pour toi, est-ce que le marché français des actions a un certain retard par rapport au marché des actions américaines? Est-ce que certaines réglementations ne sont pas à jour? Est-ce que globalement ça tourne mieux aux États-Unis, quoi? Pour répondre à ta question, Ben, simple, oui. J'ai jamais encore investi en France. Je préfère regarder de loin mais pas encore investir. Ouais, je suis plus sur le marché américain parce que pour moi c'est clairement là où la régulation où il y a une grosse volatilité. Donc voilà, ouais, j'essaye. Pour ma part, je suis plus sur le marché américain complètement, oui. Du coup, on va juste conclure rapidement et vous remercier d'ailleurs parce qu'on arrive justement au terme de ce podcast. On a pris un peu plus de temps que ce qui était prévu à la base. On avait prévu 1 heure, finalement ça a plus duré 2h15. Mais en tout cas, merci à tous pour votre participation. Si certaines des questions, c'est le moment où jamais, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, on comprend tout à fait que tu doives partir, Olivier. Donc merci encore et j'espère que dans un prochain podcast qui sera organisé, tu auras l'occasion de participer comme tu l'as fait aujourd'hui. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Ceux qui veulent rester, je pense qu'on va juste après ça, on va rester un petit peu sur Discord pour prendre la parole si certains le souhaitent avec nous. En revanche, pour ce qui concerne les thèmes du podcast, j'ai envie de dire, on arrive au terme. Donc merci à tous pour votre participation. Et je vous invite à nous laisser un avis sur ce que vous avez pensé justement de ce premier podcast et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on améliore par la suite. Voilà. Vous écoutez le podcast Wall Street Bets FR, le meilleur des actualités finance et crypto-monnaies en français à retrouver sur www.fwsb.fr.